Notre deuxième communication s'intitule Un outil d'aide à la conception de cours en ligne ou comment mettre en place une dynamique active de gestion du changement. Elle nous sera faite par Mesdames Violaine Page et Virginie Favenic de l'Université de Montréal. Madame Favenic travaille depuis 17 ans dans le domaine de l'apprentissage en ligne et à distance. C'est en c'est en 2015 qu'elle a rejoint les rangs de l'Université de Montréal en tant que conseillère technopédagogique. Quel que soit le contexte, privé ou public, collégial ou universitaire, ses principaux intérêts ont toujours été liés à l'apprenant et à la conception de formations en ligne pour une expérience d'apprentissage optimale. Une mission d'autant plus exaltante avec l'équipe de formation à distance de la Faculté de l'éducation permanente qui collabore avec les meilleurs chargés de cours et experts de contenu. Technopédagogue et chargée de projet technopédagogique de profession, Virginie guide les experts de contenu et conseille les responsables de programmes au fil de la conception, du développement et de la diffusion de cours en ligne. Madame Page, pour elle, œuvre en éducation depuis maintenant plus de 25 ans. On ne dirait pas, allez voir si jeune. Au cours des 15 dernières années, elle s'est spécialisée dans le domaine de la formation à distance en travaillant aussi bien comme experte de contenu, conceptrice technopédagogique ou comme chercheuse. Après avoir obtenu son doctorat à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, elle s'est illustrée dans ce domaine d'études et de recherche en obtenant une mention au prix euh, de l'enseignement supérieur de la catégorie des cours de formation à distance du premier cycle de l'enseignement universitaire pour son cours Évaluation de l'apprentissage et de la formation de la Téléuniversité. Et depuis 2016, elle occupe le poste de directrice de la formation à distance de la Faculté de l'éducation permanente de Montréal. Et ces dames vont nous parler d'une certaine lettre d'entente qui favoriserait le développement de cours en ligne non autoportants. Alors, je vous laisse la parole pour 35 à 40 minutes, mesdames. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne referai pas les présentations, juste vous dire qu'on est très heureuse d'être présente en classe. Ça arrive rarement et aussi à distance avec les gens qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de retrouver les acteurs de la formation à distance partout au Canada. Alors, c'est un rendez-vous qu'on suit très, très régulièrement. Euh, Alors aujourd'hui, c'est ça, comme l'énoncé Lise, on va vous présenter un outil d'aide à la conception de cours en ligne. Il en existe de nombreux, mais la différence de ceux qu'on a trouvés sur le marché, on a vraiment voulu l'adapter par rapport aux besoins spécifiques de la faculté de l'éducation permanente. Avant que je me lance, et c'est surtout Virginie qui fera la présentation de l'outil, on va y revenir. Déjà, certains des présentateurs en ont parlé sur les différents concepts qui tournent autour de la gestion du changement et inévitablement la résistance au changement. On va parler également d'innovation. Donc, je vais me permettre quelques digressions au début de la présentation pour vous présenter un peu les jeux que j'ai faits autour de ces concepts-là. Quand je tourne la tête, vous ne m'entendez plus, hein, c'est ça? Ok, je vais me mettre de biais. Par la suite, on a utilisé un modèle pour essayer d'opérationnaliser le changement qu'on voulait mettre en place, le modèle de Lewin, que probablement également certains d'entre vous connaîtront. Virginie ensuite prendra la parole pour pouvoir présenter l'outil en question et on viendra faire une courte conclusion. Quand le titre du colloque du REFAD est apparu, la gestion du changement, donc comme je vous le disais, j'ai commencé à jouer avec un peu les concepts et la première chose que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste faire du changement pour faire du changement? Pourquoi faut-il gérer le changement? Pourquoi le changement demande-t-il à être géré? Ça a l'air simple comme question, donc j'ai commencé un petit peu à jouer avec ces éléments-là. Et l'un des éléments qui apparaît bien évidemment, c'est que le changement, par définition, permet qu'on passe d'un état A à un état B. Et passer à l'état B, parfois, n'est pas toujours quelque chose qui est désiré, voulu. Autrement dit, beaucoup préfèrent, dans un premier temps, être dans les routines qui ont été mises en place, dans le seuil de compétences qui est le leur, dans la reconnaissance de leur père aussi, et que le bouleversement vers un état B risque de remettre en question ces différents éléments. Par ailleurs, quand on parle aussi de la gestion du changement, le changement est pluriforme. On l'a à la fois au niveau des structures, on peut l'avoir au niveau de l'organisation, au niveau de l'administration et évidemment au niveau de l'humain. Donc l'ensemble de ces dimensions-là du changement, ce passage, inévitablement amène à une forme de résistance du changement. Autrement dit, avant de commencer à faire de la gestion du changement, il va être important de faire de la gestion de la résistance. Alors vous avez une petite phrase de Machiavel qui n'a pas été choisie innocemment ici.
Donc avant de parler de la gestion du changement, je vais vous parler de la gestion des résistances. Ce qui est intéressant quand on parle de résistance, et qu'on l'associe au changement, c'est qu'immédiatement, le terme vient se connoter négativement. Sémantiquement, quelqu'un qui va résister au changement, c'est quelqu'un qui n'est pas flexible, c'est quelqu'un qui résiste, qui met des freins, qui ne veut pas s'impliquer, et pire encore, qui cherche à faire reculer l'institution en ne lui permettant pas d'aller dans l'innovation. Alors, la personne qui vient de se faire frapper de l'étampe résistance au changement a sur elle un poids assez négatif au sein d'une équipe et qui plus est au sein d'une institution. Pourtant, le changement, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être, enfin la résistance plutôt, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être négatif. J'ai amené ici quelques images de résistants. Gandhi, je sais que le contraste n'est pas très bon au niveau des diapos, Malala, Rosa Parks, vous en avez un certain nombre. Et l'idée ici, c'est de montrer que la résistance, c'est aussi un acte d'engagement. C'est aussi un acte qui cherche à exprimer, on cherche à exprimer son individualité, sa personnalité. Oh, excusez, ça a sauté. J'avais une citation ici de la renommée Gall, 1981, que les Français connaîtront, résiste, prouve que tu existes, qui renvoie à cette idée de l'engagement. Donc, autrement dit, ce qui est intéressant quand on veut mettre en place un changement, c'est inévitablement de savoir qu'il y a des résistances qui vont se mettre en place, mais c'est aussi de s'assurer de déplacer notre regard par rapport à ce qu'est la résistance. La résistance, c'est pas forcément quelque chose de négatif. La résistance, c'est aussi la démonstration qu'un individu veut s'engager dans l'institution à laquelle il appartient, veut être partie prenante du processus qui est en train de se mettre en place, et que aussi la résistance, d'une certaine manière, témoigne de la bonne santé d'une institution. Parce que dans une institution où on peut exprimer de la résistance, on est a priori dans une institution démocratique qui écoute, qui entend, plutôt que d'imposer un changement, et il n'y aurait aucune place justement pour cette forme de résistance. Donc c'était des petits jeux comme ça que je voulais vous amener sur ces dimensions de résistance. Alors qu'est-ce qui a amené le changement au sein de l'Université de Montréal? Ça fait des années et des années et des années que nous essayons de mettre en place une lettre d'entente tripartite, ici avec la FAS, la Faculté des Arts et Sciences, la FEP, la Faculté de l'Éducation permanente, et le syndicat des chargés de cours. Pourquoi est-ce que cela nous a pris autant de temps? C'est tout simplement parce que justement, il y avait des peurs, des résistances qui étaient liées en fait avec: est-ce que je vais perdre ma job si les cours passent en ligne? Quelles vont être mes responsabilités? Comment ça va marcher? Comment je vais garder mon lien avec les étudiants? Donc il y avait énormément de préoccupations, et vous le verrez, et probablement je ne serai pas la première à le dire, souvent les résistances sont corrélées avec les dimensions émotionnelles du changement. Ce n'est pas tant l'organisation ou la dimension administrative ou la structure qui font que les gens vont avoir de la résistance, mais c'est surtout la dimension de la peur, de l'anxiété, donc toute la dimension émotionnelle qui va amener une forme de résistance. Alors il y a eu beaucoup, beaucoup de communication, de discours, de relations de travail, de tables de travail, de tables de concertation, et finalement, en avril 2006, une lettre d'entente a pu être signée, donc une lettre d'entente tripartite avec les deux facultés que je vous ai nommées, qui sont les deux plus grosses facultés qui dispensent de la formation à distance. Mais aussi, ce qui est intéressant dans cette lettre d'entente, et c'est sans doute une nouveauté au niveau des universités, c'est que l'Université de Montréal s'engageait à offrir à l'ensemble des chargés de cours de l'université deux offres de formation. Une offre de formation sur la création de cours en ligne, donc l'art et la manière de concevoir à distance, et une autre formation sur la prestation de cours en ligne, donc l'art et la manière d'enseigner. La première est entourée parce que c'est celle que nous allons vous présenter aujourd'hui. Juste mettre les choses au clair, il ne s'agit bien évidemment pas de faire de nos chargés de cours des spécialistes en technologie éducative. Il s'agit surtout de les sensibiliser au design, à l'ingénierie, au processus de conception pour les amener tranquillement à pouvoir mobiliser des compétences en la matière. Donc c'est aussi un des éléments d'accompagnement du changement, c'est d'offrir de la formation et d'accompagner les personnes qui sont en mutation d'une situation A vers une situation B en les accompagnant ici par une offre de formation.
Bien évidemment, même si l'Université de Montréal n'est pas chef de file actuellement en matière d'offres de cours à distance, il en reste pas moins vrai qu'il y a quand même à peu près 10 000 inscriptions par an, hormis les écoles affiliées que sont Poly et les HEC. Donc 10 000 inscriptions sur des cours en ligne. Donc nous avons une offre de cours en ligne tout de même, ce qui fait que certains de nos chargés de cours étaient évidemment déjà qualifiés et compétents. Le problème ne se posait pas pour eux. Néanmoins, il a fallu quand même mettre en place, et c'était un processus très intéressant, de reconnaissance des acquis et des compétences pour ces chargés de cours qui avaient déjà œuvré dans le développement de cours à distance, qu'ils soient des cours autoportants, hybrides, synchrones, asynchrones, enfin différents modèles étaient possibles. Lorsqu'on a reçu cette information, donc cette lettre d'entente qui était signée donc en avril 2006, le doyen de notre faculté a dit cette lettre d'entente s'intègre dans le plan stratégique de la faculté. Bonne nouvelle. Ce qui a amené, et évidemment avec une urgence absolument phénoménale, de pouvoir offrir cette formation-là, compte tenu des besoins de développement qui étaient propres cette fois-ci à la faculté. Et donc nous avons reçu le mandat au service de la formation à distance de mettre en place cette formation de façon à pouvoir répondre à nos objectifs stratégiques et au plan stratégique de développement de la faculté. Et c'est ce que nous avons fait dès le mois d'avril-mai pour offrir une première offre de formation au mois d'octobre de mémoire. Je vous le disais tout à l'heure, le changement, c'est le passage d'un état A vers un état B. Donc, quand on veut pouvoir mesurer le changement, comprendre où sont les résistances, c'est la mesure de l'écart. On est dans une situation A, quelle est-elle? On veut aller vers une situation B, quelle est-elle? Alors, la situation A actuellement de la faculté d'éducation permanente, c'est actuellement la deuxième plus grande faculté de premier cycle de l'Université de Montréal. Une expertise en tant que faculté de l'éducation permanente centralisée au niveau des principes andragogiques, de la formation continue. On a aussi une école de langue qui est intégrée. Tout un processus de reconnaissance des acquis aussi qui est très, très, très bien mis en place et très, très bien structuré pour nos étudiants. C'est environ 15 000 étudiants qui fréquentent la faculté et 30% d'entre eux ont suivi un ou des cours à distance, voire même des programmes. Et puis nous sommes aussi, donc d'autres facultés offrent des cours en ligne sur des modèles plutôt hybrides ou synchrones asynchrones. Notre caractéristique à la FEP, c'est que notre expertise essentiellement se situe dans le développement de cours autoportants. Et je le signalais tout à l'heure, sur les 10 000, un peu plus de 10 000 inscriptions cours que l'université dégage en matière de formation à distance, c'était pour les données 2014-15 de mémoire, 55% de ces inscriptions sont à la faculté de l'éducation permanente. La situation projetée, celle vers laquelle on essaye de tendre, il y a véritablement au niveau du plan stratégique de la faculté la volonté d'accroître évidemment de façon très significative le nombre d'étudiants qui suivent des cours à distance, le nombre de cours, il va sans dire, au minimum 1, 2 ou 3 cours ou des programmes entiers. Là, on a différents programmes qui sont en train d'être en conception actuellement. L'idée de cet accroissement-là n'est pas seulement dans l'idée d'un accroissement de clientèle, bien que ce soit un terme que je n'aime pas beaucoup utiliser, mais c'est aussi l'idée qu'à l'époque à laquelle nous vivons, de permettre à des adultes d'aller suivre des cours en ligne, c'est aussi une manière de leur donner des outils de travail, de développer des compétences numériques pour le monde actuel. Alors, d'avoir un enseignement qui est intégré, qui passe par une offre de formation à distance, bien évidemment, permet l'acquisition des contenus disciplinaires, mais également va développer des habitudes au niveau de l'utilisation des technologies dans une perspective de monde de travail. Le service également est en accroissement. Là, les plans d'effectifs, on est les universitaires à peu près tous dans cette période charnière de la fin du mois de mai, les budgets, les plans, donc l'équipe devrait permettre de s'accroître. Et aussi, la lettre d'entente 44 a servi de rampe de lancement au démarrage d'un certain nombre de projets qui vont permettre de mieux circonscrire notre offre de formation à distance avec le développement de différents pôles. Alors, il y a un premier pôle qui est celui de travail, des outils de suivi sur la diffusion de nos cours. Donc, il y a toute une opérationnalité qui a été mise en place et qui fonctionne pas mal depuis une année, qui nous permet d'avoir des automatismes de mise à jour dans la qualité des contenus et puis aussi dans les évaluations qui sont mises en place et le design. Également un outil de suivi auprès de nos étudiants, bien évidemment, et on compare les données pour avoir justement l'heure juste. On travaille également au développement d'une dimension plus de centre d'expertise en matière de
d'andragogie et également d'andragogie et de formation à distance. Et le dernier né actuellement sur lequel on est en train de travailler, c'est le développement d'un centre virtuel de soutien à l'apprentissage pour nos étudiants. La lettre d'entente a été l'occasion également de mettre en place un certain nombre d'éléments qui accompagnent en fait le changement premier qui était concevoir une formation sur l'art et la manière de concevoir un cours à distance, mais ça a entraîné avec elle toute une série d'autres projets qui sont devenus donc très concentrés et rassemblés autour de cette dynamique. Et ce qui est important, et je pense que c'était notre présentateur de ce matin qui disait ce qui est, suite à une question posée dans la salle, comment faire pour implanter du changement si ce changement-là n'est pas soutenu par des politiques? Or, il se trouve qu'on est ici dans une forme de mise en abîme. D'un côté, je vous ai présenté la situation de la faculté, et cette position de la faculté de tendre vers un modèle B, donc avec les éléments que vous avez à l'écran, s'inscrit de plein pied avec les nouvelles orientations et le plan d'action de l'Université de Montréal qui, de manière très affirmée, veut vraiment transformer l'Université de Montréal dans une université numérique. C'est évidemment un énorme chantier qui est en train d'être mis sur place. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc de savoir que la dynamique de changement s'implante dans un cadre plus large qui n'est pas seulement donc celui de notre faculté. Le plan stratégique, l'Université numérique de l'Université de Montréal, c'est se doter de ce que beaucoup déjà possèdent, par exemple une politique de la formation à distance, se doter d'installations numériques de qualité, se doter évidemment de formations pédagogiques qui permettent à nos professeurs, à nos chargés de cours, mais également à nos étudiants de pouvoir réellement interagir avec les contenus. C'est aussi un budget, 1,4 million, qui est entièrement dédié donc à ce développement. 1,4 million qui ne sert pas, enfin qui vise non pas le développement technologique, toute la dimension technologique est assumée par un autre budget. Ce 1,4 million vraiment sert aux groupes de travail qui vont analyser la situation de la formation à distance actuellement à l'université, mais aussi mettre en place les jalons indispensables pour son déploiement dans les années à venir. Donc c'est cet ensemble d'éléments qui permet également de circonscrire le changement et de l'incarner dans une dimension plus grande qu'uniquement une volonté au sein de notre faculté qui donne beaucoup de poids et d'appui à cette proposition. Le modèle de Lewin, dont je vous parlais tout à l'heure, il a fallu un petit peu réfléchir. On n'est pas des spécialistes du changement. On a réfléchi comment mettre en chose ce changement-là. Modèle de Lewin, pour les spécialistes, sans doute, qui dit souvent que ce modèle est décrié de par son caractère extrêmement simpliste. Hein, vous le voyez, hein, 3 phases, il n'y a pas beaucoup d'éléments de difficulté de compréhension de la chose. On le critique aussi parce qu'on dit que c'est un modèle qui ne rend pas compte de la façon dont les personnes qui vivent le changement, comment elles le ressentent. Alors, ce qui amène évidemment à faire appel à d'autres modèles qui vont prendre en compte les dimensions davantage interventionnistes, humanistes, des acteurs qui subissent ou qui vivent le changement. Mais quoi qu'il en soit, et malgré les limites que ce modèle peut avoir, il apporte quand même une certaine forme de clarté. Et quand on est dans un processus où il faut que le message, que notre communication soit extrêmement claire, un modèle comme celui-ci est très accessible et l'appropriation extrêmement facile. Donc c'est un modèle qu'on a décidé de mettre en place. Modèle en 3 parties. La décristallisation, pardon, la première partie, c'est comprendre et préparer l'organisation. Dans ce modèle, dans cette étape, pardon, d'une part, il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'on nous demande vraiment dans cette lettre d'entente. On nous dit, bon, il faut soutenir le développement de cours en ligne, ce qui veut dire qu'on exclut le développement des cours autoportants. Les cours autoportants relèvent d'une autre entente. Qu'est-ce qu'on entend par cours en ligne? Est-ce qu'on entend du cours hybride, des cours synchrones, asynchrones? Quels sont nos modèles? Comment on travaille? Comment on se positionne? Donc, au niveau de l'équipe du service de la formation à distance, ça a été des discussions importantes, et avec la direction bien évidemment aussi, pour réfléchir sur le modèle ou les modèles de cours qu'on voulait mettre en place. Ce qui était intéressant aussi quand on parle de la résistance au changement, la résistance au changement, on l'a vécu dans notre équipe même. Notre équipe, nous avons tous des parcours et des expertises différentes, ce qui en fait la richesse, mais ce qui fait aussi qu'au moment d'une certaine création d'une convergence, les discussions, les points de vue, les expertises
se confrontent et c'est l'occasion aussi pour nous donc de vivre ce changement et de voir comment nous, on avait à l'intégrer. Et il était important que l'équipe et que la direction puissent se doter d'une vision commune, et ça c'est quelque chose d'important également quand on veut faire du changement, se doter d'une vision commune, qu'on ait tous la même compréhension du message et de la direction vers laquelle on souhaite emmener la faculté, là, tous ensemble, avant de pouvoir communiquer justement les changements qu'on voulait mettre en place. L'identification des résistances, évidemment, la fameuse mesure de l'écart, donc ça par le biais des communications également. Alors communication de façon extrêmement formelle, hein, dans les assemblées des études, les comités académiques, les régies, mais aussi les communications autour de la machine à café, les inquiétudes, les croisements, toutes les discussions informelles qui prennent tellement de place et qui sont tellement riches et qui permettent justement petit à petit de mettre en place ce changement. Une fois qu'on a réussi à bâtir une vision commune, qu'on a réussi à identifier quelles étaient les résistances, à rassurer sur ces résistances, qui étaient, comme je vous le disais, la plupart du temps d'ordre émotionnel, on a mis en place le changement, et c'est dans ce deuxième cadre, donc mettre le changement de l'avant, qu'on a élaboré cette formation qui tenait compte des résistances qu'on avait identifiées en amont. C'est pour ça que le modèle que va vous présenter Virginie est un modèle que vous allez forcément tous reconnaître, mais qu'on a adapté par rapport à nos besoins, puis par rapport aux résistances qu'on avait identifiées, et donc de proposer de la formation, d'accompagner, développer des outils spécifiques. Je dirais que l'accompagnement, le fait de rassurer, nous a pris beaucoup de temps et c'était un investissement qui était nécessaire et qui a porté ses fruits par la suite. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les conceptions de cours ont commencé. On se situe dans l'entre-deux. Là, on est entre la deuxième et la troisième phase. Tranquillement, on est en train d'assurer la pérennité des mouvements qu'on a mis en place. Mais donc la pérennité, c'est de faire que le changement n'en soit plus un, que le changement soit maintenant une habitude, de l'intégrer. Ce qui est important aussi pour pouvoir vraiment asseoir la phase de la pérennité, c'est de s'assurer de ne pas tout de suite remettre en place un nouveau changement parce que la période de cristallisation, comme l'a décrit Lewin, évidemment, ne peut pas se mettre en place. Il y a un temps d'appropriation, il y a un temps j'ai envie de dire, de sédimentation. Là. Il faut que les choses soient intégrées intimement chez les individus qui ont participé à ce changement pour pouvoir à nouveau éventuellement envisager de nouvelles modifications. Alors, Virginie va vous présenter maintenant l'outil. Donc, c'est un outil d'aide à la conception de cours en ligne, je vous le rappelle, qui visait, je vais me pousser, qui, qui visait donc à présenter, sensibiliser les acteurs, les chargés de cours à l'art et la manière de concevoir sans forcément en faire des développeurs technopédagogiques. Et ça a été fait à travers cette plateforme que Virginie va vous présenter. Bonjour, voici la formation que nous avons développée. Comme vous pouvez le voir, c'est sur Studium. Studium qui est le Moodle de l'Université de Montréal. Donc, quand on a commencé le projet, on avait un cahier de charge qui était assez précis. On devait développer la formation en très peu de temps. On a commencé en avril, on l'a terminé vers octobre. Et nous devions développer entre 10 ou 15 heures maximum de formation pour les chargés de cours. Il fallait que ce soit une formation très pratique, très active, avec une approche active. Donc, et cette formation devait permettre en fait aux chargés de cours d'être outillés pour commencer, pour faire la conception de leur cours. Comme vous pouvez voir, c'est en 7 onglets. Comme Violaine le disait plus tôt, l'important quand on parle de changement, c'est aussi de se doter d'une vision commune. Et la vision commune commence avec avoir un vocabulaire commun. Et en effet, même au sein de l'équipe, on a dû se mettre d'accord derrière sur les définitions des termes qu'on utilisait, tels que hybride, formation mixte, e-learning et tout ça, parce que les réalités changent d'une institution à l'autre, peut-être légèrement, mais elles changent. Donc, une fois qu'on a monté un glossaire assez complet, excusez-moi, on a monté un glossaire assez complet qui suivait également les définitions que l'on retrouvait dans l'entente 44 pour uniformiser le tout. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont les termes usuels, classe virtuelle, cours en ligne, formation à distance, même de bien redéfinir ces termes-là. Dans le même ordre d'idées, pour avoir une vision commune, nous avons présenté divers dispositifs de formation aux chargés de cours. Voici donc un schéma qui est inspiré de Madame Parr, dans lequel on voit différents dispositifs de formation afin que les gens aient vraiment un descriptif simple des différents dispositifs qui existent.
mais aussi pour nous servir, ça nous servait aussi à nous placer par rapport aux chargés de cours. Donc là, on parlait d'hybride, dans notre cas, de synchrone asynchrone. Donc ça leur permettait d'avoir une idée de ce qu'on pouvait faire et de vers quoi on s'en allait. Et puis évidemment, comme vous le savez, à chaque fois qu'on commence un projet, si quelqu'un n'a jamais travaillé en formation à distance, il nous dit: «Mais est-ce qu'il y a un modèle? À quoi ça ressemble? Est-ce que je peux est-ce que je peux utiliser des gabarits?» Des choses comme ça. Donc on a trouvé, le plus simple possible, c'était de visiter un peu, les universités, de voir ce qui se faisait aussi ailleurs. On a vu, des universités telles que Queen's, Guelph, à Genève, Laval, Wilfrid Laurier, McMaster. Puis, ça me permettait d'avoir différents modèles et de voir pour quels objectifs les universités les avaient appliqués, en fait. Si, par exemple, on voit l'université de Queen, nous avons fait des petits schémas comme ça sur lesquels on peut cliquer, puis on voit les genres d'activités qu'on peut faire. Donc, si on voit l'université de Queen, par exemple, l'université a fait une certaine partie d'apprentissage à distance pour voir les concepts fondamentaux à distance. Ensuite, ils se réunissent en classe pour les discussions, les débats. Ils font des laboratoires pour des préparations, des laboratoires en petits groupes. Et ensuite, ils terminent par un laboratoire plus grand pour avoir vraiment une présentation très riche. Donc ça, c'est l'exemple de l'université de Queen's. Donc, une fois qu'on avait le vocabulaire, les modèles, il fallait voir comment est-ce qu'on allait appliquer ça, à l'exception que nous avons utilisé uniquement 4 phases. La phase d'analyse, de conception, de développement et de diffusion. L'implantation en tant que telle qu'on retrouve dans le modèle ADI se fait au moment du développement, si on peut dire, parce que quand on conçoit le cours, il développe les objets d'apprentissage, il les implante directement en faisant le cours. Donc, c'est pendant le développement que cette phase-là se fait. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc un schéma très simple et chaque phase... Oui, allô? Ah, je pense qu'il y a du retour là. Est-ce qu'on peut le couper? Ça marche encore. Oups. Ah, je retente. Non, c'est encore là. Spock n'est pas loin. Là. Ah, ça l'a déconnecté. Ah, il s'est mis en route. Ah, on va le fermer. Ça marche? Ah, ben oui. Alléluia. Bon, ça marche. Donc pour chaque petite phase, pardon, nous avons une description en fait de la phase, du temps que ça nécessite pour passer au travers de l'étude de la phase et de l'objectif de la phase, évidemment. Comme vous pouvez le voir, chaque phase a des sous-objectifs, les objectifs que tout le monde connaît, n'est-ce pas, dans la phase d'analyse. Ils suivent une certaine logique. Par exemple, pour la phase de conception, on suivait l'alignement pédagogique. Non, ça marche encore. L'alignement pédagogique et afin de mettre en pratique donc afin de mettre en pratique ces objectifs, ces sous-objectifs, on a utilisé l'approche active donc via un dossier de projet. Bon, c'est-à-dire que pour chaque objectif, on a une activité concrète dans ce qu'on a appelé le dossier de projet. Le dossier de projet, en fait, devient le livrable de la formation. On va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, le dossier de projet est construit de la même manière que le cours en ligne. Si on revoit la table des matières, c'est exactement les mêmes phases. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que quand on a une activité dans le dossier de projet, par exemple, regardons ici le 3.4, mettons, identifier les principes médias, les principaux médias que l'on compte utiliser. Si on retourne dans l'information, identifier les principaux médias, on a une fiche qui apparaît. Vous verrez, si vous allez visiter la formation, que chaque fiche est construite de la même manière. On a son objectif, ses ressources et l'activité donc qu'on retrouve dans le dossier de projet. Nous avons eu différents types de ressources. Il y avait des ressources qui étaient déjà très bien faites, donc on a mis le lien vers ces ressources-là.
Et il y a des ressources que nous avons élaborées nous-mêmes pour qu'elles répondent bien au contexte vraiment de l'université, le contexte des chargés de cours. Donc, voici, si par exemple on ouvre celle-ci, qui permet d'identifier les principaux médias. C'est un peu petit, hein? Ouais, on peut pas, si on grossit, je pense que ça va être un peu flou quand même. Grossir un peu. Donc dans cette ressource, en fait, on voit les différents médias qu'on peut utiliser, que ce soit des images interactives, texte, des PowerPoint, des audios, des vidéos. Donc on précise à la personne au chargé de cours à quoi ça correspond le mieux, pourquoi, qu'est-ce que ça permet de transmettre le plus facilement, mais aussi on explique l'effort, de scénarisation que ça peut demander, le temps que ça peut demander pour que la personne soit capable de jauger et de choisir son média, le plus facilement possible. Donc voilà, donc c'est sûr que à la fin, une fois que le chargé de cours a passé au travers toutes ces étapes-là, son dossier de projet est assez complet. Ce qui fait que quand il va arriver pour faire son cours, il sera passé par les phases au complet et enfin les 2 premières phases, les 2 premières phases. Les 2 dernières phases, c'est avec le technopédagogue qui va les faire. Mais au moins, donc quand il arrive pour faire son cours, il est outillé. Alors ça fait un gain de temps pour lui-même et aussi pour le technopédagogue et l'équipe qui va travailler avec lui. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes, mais pour terminer, quand le changement devient constant, ça, en reprenant tout à l'heure le modèle de Lewin que je vous ai présenté, on est un petit peu dans cette dernière phase. Juste pour vous faire le point un petit peu sur ce processus de changement, cet accompagnement qui est en place donc depuis plus d'1 an maintenant, qu'on a mis en place. Les premiers cours qui relèvent donc de cette lettre d'entente 44 sont sur le point d'être terminés. Les chargés de cours ont également suivi les formations à la prestation. Donc, ils vont être offerts dès le mois de septembre, donc dès la session d'automne, on va être en mesure d'offrir ces premiers cours. Évidemment, il y a un post-mortem qui va être fait, un suivi, mais c'est sûr qu'en termes de gain de temps pour la conception, d'appropriation pour les chargés de cours qui finalement se sont rendus compte que non, ils ne perdaient pas leur charge de cours, mais c'était une autre manière de faire de l'enseignement et d'avoir des relations avec leurs étudiants. Donc, il y a tous des éléments de post-mortem qu'on est en train de mettre en place. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça, la formation que nous avons présentée, que Virginie vous a présentée, a été transférée au service des soutiens de l'enseignement de l'Université de Montréal qui a reçu le mandat de pérenniser cette formation et de la distribuer sur l'ensemble, pour l'ensemble des chargés de cours. Je vous rappelle que nous l'avions fait parce qu'il y avait urgence de développement en ce qui nous concernait par rapport au plan stratégique. Cette urgence, on y a répondu, mais maintenant, notre vocation n'est pas d'aller donner de la formation à l'ensemble des chargés de cours, mais bien évidemment de transférer nos outils aux services compétents en la matière. Qu'est-ce qu'il va rester de la formation que nous avons montée? Alors, nous nous en servons toujours à des fins d'outils de soutien lorsque nous recevons des chargés de cours, parce qu'il est clair qu'au moment où les chargés de cours se présentent, suivent la formation et le laps de temps avant qu'ils rentrent en conception avec nous, il peut s'écouler un certain nombre de temps et les éléments qu'ils ont pu voir, évidemment, se sont un petit peu évaporés ou sont plus aussi clairs, ou au contraire, l'idée s'est précisée. Ce qui fait qu'on s'en sert toujours tout au long du processus de conception avec le travail qui est fait par les technopédagogues. Il y a des rappels qui peuvent être faits à cet outil qui nous sert donc de béquille, de rafraîchissement. Donc on s'en sert également d'une manière pédagogique. Et aussi, ce qu'on est en train, sur l'autre objet sur lequel on est en train de travailler, c'est qu'à partir de l'outil qui vous a été présenté, on est en train, on va dire, de l'épurer de toutes les références qui sont faites à la formation à distance pour en faire un outil générique. Parce qu'après tout, savoir définir un objectif, élaborer des activités d'apprentissage signifiantes, avoir un alignement pédagogique solide, ce ne sont pas des éléments qui sont propres à la formation à distance, et fort heureusement. Donc, on cherche à en faire un outil qui va être générique à la FEP, c'est-à-dire pour des chargés de cours qui forcément ne se lancent pas dans un développement de formation à distance, et aussi d'en faire un outil générique, cette fois-ci, pour l'ensemble de l'université. Alors, en guise de conclusion, je voudrais ramener quelques points que j'ai présentés au début de cette présentation-là. C'est que quand on parle de gestion du changement, avant de parler de gestion du changement, il faut penser à la gestion de la résistance.
que la résistance, ce n'est pas forcément quelque chose qui est connoté négativement, même si au départ, quand on associe résistance et changement, il y a inévitablement une charge sémantique négative qui se met en place. La résistance, c'est aussi, et c'est intéressant d'avoir ce regard en tant que gestionnaire, de déplacer un petit peu ce point de vue-là, la résistance, c'est un acte de bonne santé. C'est une forme de système immunitaire qu'un individu met en place pour pouvoir se protéger par rapport à une situation externe qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Et évidemment, devant l'inconnu, c'est une forme de protection qui est mise en place. La résistance, c'est aussi le témoignage d'un individu qui veut s'engager dans une institution, qui veut prendre place, qui veut comprendre, qui ne veut pas perdre ses compétences, qui ne veut pas perdre la reconnaissance à laquelle il avait droit jusqu'à présent. Et donc, c'est de comprendre la résistance comme une volonté d'engagement et à ce moment-là, d'avoir un processus dans la gestion du changement qui est un processus de collaboration, de créativité, mais aussi de négociation. C'est un autre élément important que je veux amener dans cette conclusion, c'est que, et vous l'avez dit les précédents commentateurs au début, c'est que le changement ne s'impose pas. Le changement, ou dans certaines dictatures, mais le changement ne s'impose pas. Le changement doit se faire avec les acteurs si on veut qu'il soit une réussite, ce qui veut dire que le projet de départ, que le changement qu'on veut initier au départ, il faut aussi que les acteurs qui sont à l'origine du changement soient des acteurs capables et disponibles pour pouvoir anticiper que le changement que j'avais imaginé au départ n'est pas exactement celui auquel on débouche à la fin, parce que justement, il y a eu un processus de négociation, il y a eu de la flexibilité, il y a eu de l'ouverture, et je reprendrai ici la phrase de Prévert, il suivait son idée fixe, c'était une idée fixe, et il s'étonnait de ne pas avancer. Donc sans doute la chose la plus importante quand on veut faire du changement, c'est de ne pas avoir une idée de ce changement qui est dès le départ entièrement sclérosé, j'ai envie de dire fermé, mais d'avoir une ouverture qui permet justement l'expression des individus qui vont être acteurs de ça, mais aussi de s'assurer de cette manière-là que le changement soit une réussite. Merci beaucoup. Bonjour. Non. Donc, Abdelkrim Jebour du CCNB. Je voulais revenir sur votre comparaison avec les personnages, les fameux personnages Gandhi, le monsieur de la place de Tiananmen, l'athlète noir et tout ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à les comparer pas à ceux qui résistent au changement, mais plutôt à ceux qui le provoquent. Oui. Leur résistance est contre le non-changement, contre l'inertie. Absolument, oui, bien sûr. Mais bon, c'était d'une part un petit clin d'œil, évidemment. Non, mais j'aimais bien. Mais c'est l'idée aussi de montrer que l'acte de résistance peut être un acte de résistance positif. Et évidemment, dans le cadre de régimes autoritaires, c'est pas tellement le contexte, mais c'est sur le jeu de mots, sur la notion de résistance qui peut aussi se charger d'une dimension positive, alors que dans nos pays, on a souvent tendance à voir la résistance comme étant un acte qui réfrène, qui rétrograde, qui empêche l'évolution. Mais j'appellerais ça plutôt scepticisme. Parce que quand on propose une initiative de changement à des enseignants, ce ne sont pas des enfants, ils ont une expérience, etc. Et parfois, ils sont sceptiques. Ils ne résistent pas. Mais ils revendiquent le droit de réfléchir, de prendre du temps pour savoir comment intégrer ce changement dans quelque chose qui est beaucoup plus important parfois que le changement lui-même. Actuellement, dans beaucoup d'institutions, la formation à distance fait à peine 5% de ce qui se donne comme cours, etc. Donc le gros des troupes se trouve toujours du côté de la formation en présentiel, en face à face, etc. Alors comment articuler une innovation, un changement à quelque chose de beaucoup plus important? C'est ça, à mon avis, une question qui est très importante, et c'est pour cela que je suis d'accord avec vous, mais en utilisant scepticisme plutôt que résistance,
que ceux qui sont sceptiques, qui résistent entre guillemets, ne sont pas forcément dans une posture de refus ou de paresse ou comment dire, de retour de stagnation. Oui. Merci. Merci. Alors, une autre question. Alors, merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. Donc, Jasmine Paradis de l'Université du Québec à Chicoutimi, du côté de la formation continue également. J'ai trouvé votre présentation très intéressante. On en a parlé beaucoup depuis le début de la journée dans les universités. Les changements, malgré qu'on veut les implanter, ne sont pas toujours faciles à vendre. Moi, je me questionnais à savoir, je ne sais pas où vous en êtes rendu exactement dans le projet à l'heure actuelle, dans votre projet pilote, mais quel a été le résultat en termes d'intérêt pour les chargés de cours à suivre la formation que vous avez développée? Est-ce que vous avez certaines données à ce niveau-là et qu'est-ce que ça a pu donner aussi en termes de résultats concrets là, dans l'enseignement puis dans leur capacité à modifier leur façon de faire? La formation, dans le cadre de cette formation, nous-mêmes avons donné la formation, c'était 2 journées pleines, on a donné la formation. On l'a donnée à nos responsables de programme de façon à ce qu'eux-mêmes soient suffisamment outillés pour pouvoir accompagner leurs chargés de cours qui seraient amenés à faire de la formation à distance. D'une manière générale, c'était assez bien apprécié. Là, en tout cas, les retours d'expérience et les évaluations qu'on a reçues étaient plutôt positives. Faut dire aussi que tout ça s'inscrivait dans une dynamique qui partait de la direction et comme j'ai tenté de le démontrer, qui partait d'un cadre plus large qui était celui de l'Université de Montréal. Donc il y a vraiment ce retour et cette implication. À un moment donné, effectivement, il y a peut-être des gens qui disent bah non, la formation à distance, j'en ferai pas, c'est pas pour moi. Mais il y a un phénomène de lame de fond, j'ai envie de dire, qui tranquillement fait que il y a, comme c'est pas seulement au niveau de la faculté ou au niveau de notre service, ça vient de plus grand. Et donc cette lame de fond embarque avec elle les différentes facultés, que ce soit la nôtre, que ce soit les autres. Hein. Je parle de médecine vet, je parle de médecine, optométrie. La plupart des facultés, bien évidemment, développent de la formation à distance et ils le font aussi dans formation continue. Par ailleurs, ce qui était aussi très intéressant dans cette lettre d'entente 44, c'était d'avoir que ce soit une lettre qui soit signée par le syndicat des chargés de cours. Le syndicat des chargés de cours a négocié un certain nombre d'éléments avec la direction de l'université et qui a fait que les chargés de cours aussi étaient sollicités par leur propre syndicat. Donc, il y avait un sentiment aussi de se rassurer par rapport aux résistances ou en tout cas les peurs que j'ai pu ou le scepticisme dont monsieur parlait à l'instant, à l'effet notamment la plupart du temps relié à la peur de perdre sa charge de cours, je vais me faire piquer mes charges, comment ça va marcher. Et d'une manière générale, quand le syndicat a relayé l'information en disant les formations sont ouvertes, allez-y, on a relayé au sein de nos facultés internes également cette information-là. Et sauf erreur, lorsque le service de soutien à l'enseignement à laquelle on a transféré donc cette formation, quand ils ont ouvert la première formation, c'était plus de 150 chargés de cours qui sont présentés en l'espace de 48 heures. Donc il y a vraiment eu un engouement. Là, la lame de fond est devenue raz-de-marée. Merci beaucoup, mesdames.